Et ça fait plaisir de parler du bon vieux Zandi, hein, parce qu'on en parle, à mon avis, beaucoup trop peu. Et simplement, sur un plan strictement pratique, moi, ce que je proposerais, c'est de m'interrompre et très exactement 20h45 pour laisser place aux questions, pas s'il y en a, sachant que s'il y en a auparavant, moi, je suis toujours prêt à m'interrompre pour y répondre. Enfin, voilà, hein, je propose. Hein. Alors, tu évoquais, Antoine, à l'instant, là, deux mots très importants, choix et destin. Alors, je commencerai simplement par une petite référence, n'y voyez pas l'indice d'un narcissisme outrancier, mais petite référence de ma biographie, dans la façon dont j'ai rencontré et la façon dont j'ai choisi de travailler le Zombie. Bon, je suis lillois, j'ai fait une partie de mes études donc à Lille, à la Cato à Lille, où je suis devenu directeur du département de psycho. Et j'ai rencontré une élève d'Antoine Vergote. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Elle s'appelait Teresa Neff et elle enseignait le zombie à l'époque. Il y avait très peu de monde. Et j'ai fait un mémoire. À l'époque, ça s'appelait la maîtrise. Aujourd'hui, c'est le Master 1. J'ai fait pour la première fois à la Cato à Lille un mémoire sur le zombie, une comparaison entre schizophrénie, différents types de schizophrénie, donc avec donc l'épreuve de zombie. Alors, pour la petite histoire, Zombie n'était pas mort. C'était très exactement en 85-86. J'ai envoyé mon mémoire à Zombie. Et ce qui est tout à fait étonnant, et c'est là où on voit déjà un premier mot qui apparaît, c'est le mot destin. Zombie est décédé le lendemain du jour où il a reçu mon mémoire. Donc, est-ce qu'on y voit la trace du destin? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. D'autant que j'ai fait la connaissance après de Jacques Scott, dont j'ai suivi l'enseignement à Louvain-la-Neuve, hein, et en participant à ces séances du mercredi soir, je me souviens, donc il finissait très tard au café avant de rentrer sur l'île. Et Jacques Scott a été, bon, pas mon tuteur, mais en tout cas, a participé à ma soutenance de thèse qui portait justement sur l'objet petit a dans le système pulsionnel zondien. Quand j'ai envoyé ma thèse, eh bien, c'était juste après le décès de la femme de Jacques Scott. Donc, encore une fois, le destin a frappé. Et ma foi, c'est quelque chose qui me semblait intéressant de pointer d'entrée de jeu. Hein, voilà. C'est effectivement un élément très important, hein, le choix et le destin. Qu'est-ce qu'un choix? On ne va pas faire de la philosophie. Hein, mais quand je me trouve devant un chemin à prendre, je pourrais tout à fait me fier à des critères objectifs pour déterminer le choix de prendre la voie de droite ou la voie de gauche. C'est un choix qui serait fondé sur des éléments de stricte objectivité. Il n'en va absolument pas de cela dans le Zandi. C'est vrai que ce que Zandi a établi dès le départ, c'est que le choix n'est pas quelque chose que l'on trouve devant soi. Et là, je fais quand même une référence freudienne d'importance. Aussi vrai que la réalité n'est pas ce qu'on trouve devant soi, c'est toujours ce qu'on retrouve devant soi. On trouve quelque chose de soi dans ce qu'on vit à travers un événement, par exemple. Aussi vrai donc que la réalité est une retrouvaille, c'est ce que Freud écrit en 1925 très exactement dans l'article La négation, un article qui est parmi les plus importants de la littérature freudienne. Eh bien, cette question du choix sera entendue effectivement non pas dans le sens de trouver ce qu'il y a devant soi, mais de retrouver quelque chose de soi à travers ce qui va faire l'objet de ce choix. Et Zandi avait commencé donc sur une tablature de stricte généticité, avec une théorie génétique, où à force de consulter les ouvrages donc de génétique, il en est venu à établir une sorte de logique du choix fondée sur les gènes, en faisant valoir que sur la loi mendélienne qui ferait sourire aujourd'hui certains, mais bon, situons les choses à l'époque, il considérait que chacun possédait un certain nombre de gènes, dominants et récessifs, selon la loi mendélienne à laquelle il se référait, et il mettait en avant justement
l'importance de ce qui s'oublie toujours, à savoir l'efficace de ce gène récessif. C'est-à-dire que quelque chose est là qu'on ne voit pas et qui va participer au choix d'un conjoint, au choix de quelqu'un, au choix d'une profession, etc. Je les citerai dans un instant. Hein. Alors, moi, ce que je voudrais pointer vraiment d'une façon très, très importante, c'est que Zondi a proposé un schéma, je le présenterai tout à l'heure, et si je vais trop lentement, si vous connaissez chacune et chacun le schéma, j'irai plus vite. Hein. Il a présenté un schéma qui, selon lui, était un moyen de faire l'économie d'arbres généalogiques gigantesques, quasi illisibles. Hein, quand on lit son premier ouvrage, qui est le choix du conjoint, hein, il n'a pas été traduit, c'est vrai qu'on a des arbres généalogiques qui essaient de ressaisir, effectivement, ce qui est de l'ordre de la récessivité génétique dans le choix. Alors, c'est ainsi que le destin, c'est le deuxième mot important que tu as cité, Antoine, à juste titre, c'est ainsi que le destin se pose. Hein. Le destin n'est pas entendu, même s'il fait référence l'une ou l'autre fois, n'est pas entendu comme une sorte de ligne directrice qui nous dépasse, hein, comme la figure mythologique de Ananke, hein, la nécessité, hein, ou les trois Moires, hein, Atropos, Cloto, Lachesis. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, on n'est pas déterminé, on n'est pas que déterminé. Il reste, et même chez Andy avec ses références génétiques, il reste quelque chose d'un choix au sein de ce destin. Et c'est ce que le schéma va montrer. Très important. Et très sincèrement, qu'on y adhère ou pas, qu'importe. Comme je le disais tout à l'heure à Serge, ce qui me semble très important, et quelle que soit la dimension critiquable, c'est un schéma, un schéma au sens aristotélicien du terme, un schéma qui a en tout cas la valeur de mettre la pensée au travail. Et une pensée au travail, notamment dans la plus élémentaire des cliniques. Voilà. Alors, Zondi a décliné différentes formes de choix. Je les cite rapidement, c'est connu, mais bon, c'est pas là le plus important. Hein. Le choix de conjoint, il appelle ça le libidotropisme, le choix de la profession, il appelle ça l'opérotropisme, le choix en amitié, le sociotropisme, le choix de maladie, morbotropisme, etc., etc. Même le choix du mode suicidaire, le thanatotropisme. Bon. Tous ces éléments présentent différents visages de ce qu'il appelle, c'est le mot le plus important, le génotropisme. Le génotropisme, c'est-à-dire, hein, dans la théorie qu'il avançait sur une nomenclature donc de type génétique, c'est que quelque chose nous pousse à privilégier ceci ou cela. Hein. Non pas, j'insiste, sur des critères de pure objectivité, hein, comme on le voit dans les travaux de sociologues, dans les travaux de je ne sais quoi, où il y aurait un choix en fonction de caractères objectifs qui seraient l'un chez l'autre. Non, il y a quelque chose qui échappe à ces critères objectifs et qui vont néanmoins participer au choix destinal du sujet. Voilà, c'est un premier point. Alors, donc, c'est là où le destin, j'insiste, hein, donc n'est pas l'effet d'une trouvaille, le choix n'est pas ce qui va permettre de trouver quelque chose qui est de l'ordre d'une retrouvaille. Et c'est un point, si vous voulez bien, sur lequel je reviendrai la fois prochaine, parce que ça va être déterminant pour comprendre à sa juste mesure le lien qu'il est possible, selon moi, de faire entre ce système pulsionnel zondien relu par Jacques Scott et une théorie essentielle chez Lacan qui va justement concerner la pulsion autour de l'objet, hein, qui est l'objet petit a. On verra ce que c'est la fois prochaine, si vous voulez bien, même si je sais qu'une heure, ça sera bien insuffisant pour en faire le tour. Mais on ne peut pas faire le tour de quoi que ce soit quand on est en psychopathologie. Hein. C'est l'illusion de pouvoir le faire qui nous joue un tour. Hein. Bon. Alors, Zondi, comment a-t-il construit ça? Il a considéré que le destin, qui est fait de choix, dans le sens qui vient d'être rappelé, eh bien, ce choix peut être,
peut être mise au travail, peut être même identifiée autour de, autant dans les pathologies que dans la vie courante, dans la vie quotidienne. C'est pour cela qu'il va fonder un schéma. Un schéma qui s'inspire de façon tout à fait intéressante, qui s'inspire de différentes classes nosographiques, bon, je dis bien classe, hein, on n'est pas dans la logique du DSM, là, qui est aujourd'hui universellement connu, des classes nosographiques telles que la littérature, donc en psychiatrie, a pu les repérer. Il repérait au départ 5 classes. Il y en a une qu'il a abandonnée, j'y viendrai à la fin. Première classe, je les mets dans un ordre dont on verra qu'il n'est pas le bon, on verra pourquoi. Il repère dans la nosographie habituelle un certain groupe de pathologies au sens premier du terme, pathologie qui ne veut pas dire maladie, mais qui veut dire souffrance éprouvée, pathos en grec, hein, c'est pas iater, ni morbos, ni nosos. Hein. Eh bien, un premier groupe de pathologies autour de ce sur quoi Freud s'était arrêté plus d'une fois, à savoir les figures de la perversion. Et donc, il va s'interroger, il va retenir cette première classe de pathologie perverse. Deuxième classe, c'est la classe des pathologies qu'on connaît bien, névrotiques. Troisième classe, la classe des pathologies dites psychotiques. Et une quatrième classe, un petit peu plus difficile à saisir au niveau des appellations qu'il lui a données au départ, c'est la classe des pathologies, je vais le dire directement en termes tout à fait contemporains, les pathologies de l'humeur. Et c'est vrai qu'on voit dans les premiers travaux de Zandi, enfin, il y avait les citations cycloïdes, cyclothymie, enfin, etc., hein, les pathologies qu'on appelait circulaires. Et enfin, il y avait une cinquième classe qu'il voulait envisager, c'était la classe des pathologies aussi, de la débilité confrontée au génie. Cette classe-là a été abandonnée très rapidement par Zandi. Hein. Alors, à partir de là, c'est là où je vais pouvoir commencer à partager mon écran. J'espère que j'y arriverai. Il faut que je trouve le bon. Oui, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. À partir de là, ça va, vous le voyez? Oui, oui, impeccable. Oui, impeccable. Voilà. Alors, c'est une présentation qui n'est pas vraiment orthodoxe, mais c'est pour aller vite et pour aller à l'essentiel. Hein. C'est du Zandi, mais un peu relu. Hein. Il part donc, on voit bien ici, des classes nosographiques que je viens de citer, les perversions sexuelles, les névroses, les psychoses et, mettons, la maniaco-dépression. Et il retient dans chacune de ces classes 2 figures privilégiées. Alors, ça peut surprendre dans un premier temps. Hein. L'hermaphrodisme n'est pas une pathologie qui, en soi, est mentale, mais elle interroge la question de la différence sexuelle. Elle est très importante. Il y a inscription dans le corps de quelque chose. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans la perversion, il y a l'hermaphrodisme et le sadisme. Donc, vous voyez bien, le mot perversion, ce n'est pas au sens de Kraft-Ebing ou de Hirschfeld. Hein, donc, c'est dans un sens, qu'il conviendra de circonscrire par la suite. Deuxième classe nosographique, il retient 2 figures essentielles. Là aussi, ça peut surprendre, même si on sait très bien que Freud lui-même s'est arrêté sur l'épilepsie, hein, l'épilepsie et le parricide, hein, l'épilepsie et l'hystérie. Dans les psychoses, il retient la catatonie et la paranoïdie, non pas la paranoïa, hein, 2 formes donc de schizophrénie, et la maniaco-dépression, la dépression et la manie, ce qui ne surprendra pas. Alors, c'est là où il y a ce que Jacques Scott appelait un saut. On est là dans des classes nosographiques, il y a un saut des classes aux catégories. Il n'hésite pas, parfois, Scott affirmait parfois que c'était même des catégories au sens kantien du terme, hein, des catégories, alors de l'entendement peut-être pas, mais des catégories qui permettent d'aborder la question du pouvoir-être face à l'autre, face à soi, etc. Il identifie 4 catégories qui sont directement en rapport avec ces figures pathologiques dont il vient d'être question. Hein.
Dans le rapport aux perversions, il aborde le sexuel, la catégorie du sexuel. On verra dans un instant qu'il en fait, ce sera déjà une question importante, il en fait une pulsion. Dans les névroses, il aborde effectivement une seconde catégorie qu'il intitule le paroxysmal. On verra pourquoi. Troisième catégorie, au niveau des psychoses, il retient, et ça sera donc une catégorie vraiment essentielle dans son schéma, centrale, nucléaire, c'est la catégorie du schizoforme. On verra ce que c'est. Enfin, le plus épineux et le plus passionnant à mes yeux, c'est de travailler, envisager donc les pathologies de l'humeur, dont la figure initiale pour Zondi était la maniaco-dépression, à tort ou à raison, ce serait un débat que Binswanger a eu en son temps. Eh bien, il met en avant une quatrième catégorie qu'il intitule, pas tout de suite, mais très rapidement, le contact. Alors, qu'est-ce que c'est que le contact? Nom de Dieu, là, on va y aller doucement tout à l'heure. C'est très difficile et c'est tout à fait passionnant. Eh bien, en retenant ces quatre catégories, eh bien, il retient ce qu'il va appeler vecteurs. Les vecteurs, pour Zondi, ont effectivement donc le statut, il le dit explicitement, le statut de pulsion, de tribe. Il retient quatre vecteurs. Le vecteur sexuel, vecteur S, qui renvoie donc à une dimension qu'on verra tout à l'heure, mais qui a rapport évidemment à ce qui provient des classes de la classe de perversion sexuelle. Deuxième vecteur, le vecteur P, paroxysmal, qu'on appelle aussi parfois le vecteur des affects, on verra. Le vecteur P qui provient des pathologies névrotiques que sont lorsqu'on a retenu Zondi, l'épilepsie et l'hystérie. Le vecteur schizoforme, la pulsion schizoformique si vous préférez, qui dérive en droite ligne donc de la classe des pathologies psychotiques. Et enfin, le vecteur, c'est le vecteur contact, qui provient quant à lui et qui a rapport assez étroit avec les troubles de l'humeur. On pourrait voir là quatre pulsions, voilà, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6. Freud, lui-même, en 1915, disait la liste n'est même pas susceptible d'être définie, mais on ne pourrait pas multiplier vraiment, donc à l'infini, le nombre de pulsions. Et là, on s'interrogera là-dessus avec Lacan la fois prochaine. Il en retient 4, et ce n'est pas tout. Ce qui va être très important et qui va donner une dynamique à ce schéma qui pourrait sembler figé quand on ne le lit pas, quand on ne le connaît pas, il va ajouter une dynamique montrant que chaque vecteur donc admet 2 facteurs. Facteurs qui renvoient aux 2 figures qu'il a retenues. Ce ne sont pas n'importe lesquelles. L'hermaphrodisme avec un H que vous voyez, le sadisme avec un S, l'épilepsie, le facteur donc E, l'hystérie, le facteur HY, mais HY pour ne pas le confondre avec le facteur H, le facteur K, alors pourquoi K? C'est catatonie en allemand, c'est tout. Le facteur P pour la paranoïdie, en rapport avec la paranoïdie, facteur D comme dépression, et facteur M comme manie. Donc, pour chaque vecteur, il y a 2 facteurs. C'est important parce que c'est un premier pas vers ce qui est central pour pouvoir lire correctement le schéma zondien. Ce ne sont pas des éléments qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Ce sont des éléments qui entrent en permanence en liaison ou en déliaison les unes avec les autres. C'est très important. Et Lacan, excusez-moi, voilà dessus. Zondi, excusez-moi. Zondi va encore plus loin en soulignant que pour chaque facteur, il y a une tension. Il ne s'agit pas donc de considérer le facteur comme une entité, elle-même est polarisée, en plus ou en moins. Ceux qui connaissent un petit peu l'épreuve du Zondi, si ça vous intéresse, je vous présenterai, oui, je l'ai à côté de moi. Donc, on retrouve là ce qui, dans l'épreuve du Zondi, va se polariser en termes de choix positifs, de choix négatifs, sympathiques, antipathiques. Bon, en tout cas, il y a parmi les facteurs, pour chaque facteur, la nécessité de distinguer 2 polarités.
plus ou moins. De même pour S, E, HY, etc., etc. Première chose très, très importante pour ce schéma, sur lequel je vais évidemment beaucoup trop vite. Il faudrait s'arrêter déjà sur ce qui assurait en toute pertinence le saut dont parlait Scott. Première chose qui est importante, c'est que ce tableau, ce schéma, n'a de consistance pour Zandi et pour ses continuateurs, n'a de consistance qu'à mettre en perspective tous les conflits, toutes les tensions qui peuvent y figurer. Très, très important. Sinon, on est dans une sorte de reclassification au niveau des vecteurs, ce qui ne voudrait plus rien dire. On ne serait plus du tout dans la logique de la pulsion qui, par essence, est une énergeia, c'est-à-dire une force agissante, un mouvement à l'état brut, pourrait-on dire. Voilà. Ça va pour ça? Je suis beaucoup trop succinct, évidemment, mais je vais aller à l'essentiel. En tout cas, il y a à considérer donc une logique, et on verra tout à l'heure que dans cette logique, on pourra retrouver ce qu'un auteur qui s'appelle, vous le connaissez sans doute, Jean Mélon de Liège, un auteur, donc on pourrait y retrouver pour chacun des vecteurs, eh bien, les 4, parce qu'il y en a bien 4 et non pas 3, 4 fantasmes originaires, ceux que Freud a pu élaborer à partir de 1915 officiellement, mais déjà en 1910, je le préciserai tout à l'heure. Voilà, je vais quitter. Et pardon, j'enverrai à Antoine, si tu es d'accord, j'enverrai tous les documents pour pouvoir le mettre à disposition, bien entendu. Donc, si vous ratez un élément là, ce n'est pas trop grave. Je quitte ce document. Voilà, je vous retrouve. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, à partir de là, moi, je m'arrêterai sur chacun des vecteurs pour essayer d'en saisir justement la dynamique propre. Et contrairement à ce qui est écrit, et cela aura beaucoup d'importance pour la suite, je ne vais pas commencer par le premier qui était à gauche. C'était le vecteur S. Je commencerai par le vecteur C, celui qui est à l'extrême droite. Pas par choix politique, rassurez-vous. Non, c'est simplement parce que j'anticipe sur la suite, c'est là où tout va commencer. Alors, je présente un deuxième, voilà, deuxième machin. Non, c'est là. Voilà. Alors, c'est une façon de lire les choses, attention. Cet indicateur, c'est pour aller plus vite et souligner justement les points de tension dans chacun des vecteurs. Vous rappelez donc, le vecteur contact a 2 facteurs, D et M, et chacun de ces facteurs est polarisé en plus ou en moins. Vous avez ça sous vos yeux. Eh bien, ce qui est très intéressant dans ce vecteur contact, c'est son origine déjà. Zandi s'est inspiré des travaux d'un certain Imre Hermann, connaissez peut-être, un Hongrois, il le connaissait personnellement. Et l'originalité de Hermann, qui a écrit dans un bouquin qui s'appelle L'instinct filial, eh bien, Hermann a considéré qu'il y avait quand même en deçà, très important, en deçà de tout ce que Freud avait pu mettre en avant en termes de pulsion. On sait très bien que même si ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas dans une échelle développementaliste qu'on pourrait considérer l'évolution de quelque pulsion que ce soit, mais il considérait que Freud avait oublié quelque chose en deçà de ce qui figurera à titre d'objet. C'est ce qu'il appelait, alors ce n'est pas avec le mot pulsion, mais qu'importe pour l'instant, c'est tout ce qui relève de l'accrochage. L'accrochage, très important. Pourquoi? Simplement parce que, en deçà de la possibilité de considérer quelque chose devant moi, à quoi je pourrais me retenir afin de ne pas tomber, par exemple, cet accrochage se présente pour Hermann, et c'est ce que Zandi en retiendra, l'accrochage se présente comme le mot, retenez-le avec des bémols, comme un besoin primaire. Un besoin primaire. Longtemps après Hermann, il y a un certain Américain, me semble-t-il, Harlow, qui a fait des expériences à partir de là, avec les chimpanzés. Vous voyez, vous connaissez peut-être, mais il y avait des poupées, une poupée en laine
confortable. Le singe, donc, s'accrochait de façon préférentielle à cette poupée. Et à côté, il y avait une poupée de ferraille, du grillage. Eh bien, lorsque il y avait de quoi nourrir le chimpanzé qui se trouvait sur le mannequin en grillage, beaucoup moins confortable que l'autre, ce que Arlo avait remarqué, c'est que le bébé chimpanzé s'accrochait au mannequin en laine, qui était beaucoup plus confortable, et se penchait pour se nourrir de ce qui était sur le mannequin en ferraille. Arlo, bon, affirmait, confirmait des choses que Hermann avait écrites, qu'importe. En tout cas, ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait original, même dans la clinique. Même dans la clinique. Je me permets de vous donner un exemple. Je l'ai sorti aux étudiants la fois dernière. Imaginons que j'invite un étudiant devant vous. Il ne vous connaît pas et vous êtes dans une assemblée. On sait que vous êtes extrêmement vigilant, sévère, critique, etc. Imaginons. On verra tout à l'heure si vous l'êtes. Mais bon, en tout cas, voilà quelqu'un qui, pour la première fois, va faire une conférence devant un public qu'il ne connaît pas, ou en tout cas dont il sait simplement la sévérité. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? L'étudiant, ou un autre, qu'importe, l'étudiant, avant, pour se concentrer, etc., va allumer une cigarette. Une cigarette pour, comme on dit, et c'est ce qui se passe parfois d'ailleurs avant les oraux, en master, en psychopatho, pour, dira-t-il, se donner une contenance. C'est très intéressant cette phrase-là, vous voyez. Il va absorber quelque chose avec des produits, qu'importe, la nicotine, que sais-je, c'est pas là le problème. Il va incorporer au sens premier du terme, mettre dans son corps quelque chose qui va lui donner la possibilité d'être différemment par rapport à ce qu'il attend. Vous voyez? Ce qui est très important, et c'est une façon d'illustrer cet enjeu qu'il y a dans le M+, l'accrochage, une façon de souligner que le statut de l'objet, c'est pas ce qui est en face de soi. Ça n'est pas quelque chose que l'on a, dont on dispose. C'est ce que Zondi appellera en allemand ein Halt-Objekt, un objet d'appui, un objet qui fait halt. C'est intraduisible. Cette cigarette n'a pas de fonction d'objet en soi. Néanmoins, ça permet une contenance, ça permet un confort avant d'aborder la terrible séance qui attend l'intéressé. Et vous voyez, là, sur un plan clinique, ça pose une question très, très importante. C'est le statut de l'objet chez le toxicomane, par exemple. Depuis Olivenstein, naguère, il y a très, très longtemps, on a toujours considéré une dépendance à l'objet. Est-ce qu'on peut considérer la CAM, on peut considérer l'héroïne ou la morphine, comme on voudra, ou le LSD, comme un objet au sens où on l'entend communément, et même au sens où on l'entend en psychopathologie? Ce n'est pas si simple. C'est cette notion de halt-object qui permet de questionner la logique du toxicomane qui consistera à trouver un point, non pas un objet dont il va être dépendant, mais un point d'appui, un point qui permet justement cet accrochage. Alors, Zondi lui-même, n'était pas éloigné donc de Freud, en soulignant un moment ou un autre qu'on est là dans une logique de l'objet premier. Alors, pas l'objet premier de Bowlby, ça c'est autre chose, mais un objet auquel s'accrocher avant même qu'il n'ait statut d'objet. C'est le sein maternel, par exemple. Vous voyez? Ce n'est pas rien, parce que vous voyez, Freud le soulignait déjà en 1905, dans les 3 essais sur la sexualité. Que dit Freud? Il souligne ceci qui mérite d'être pensé. La mère, pour un enfant, la mère n'apparaît que lorsqu'elle est perdue, lorsqu'elle est à même de prendre statut d'objet pour l'enfant. Il n'y a d'objet que d'objet perdu. J'y reviendrai avec Lacan la fois prochaine. Mais cet accrochage montre qu'il s'agit précisément de ce qui n'existe pas au préalable, mais ce qui va prendre consistance d'objet
à partir seulement de cette pulsion, hein, de cette tendance à l'accrochage. Et vous voyez, le M+, que j'ai mis là, je l'ai mis en rapport avec le D-. On verra la fois prochaine que c'est la préfiguration des circuits de Scott. Mais je ne les aborderai pas aujourd'hui. Deuxième élément, la flèche de M+, va vers D-. D-, le D, c'est la dépression. Hein. C'est les figures, les visages de dépressifs dans l'épreuve de Zandi. D-, Zandi considère cela comme étant, une tendance à la conservation. Alors, ce n'est pas la conservation, encore une fois, de quelque chose que j'ai eu et que je n'ai plus. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Hein. C'est ce qui va admettre un objet en tant qu'il n'est plus. En tant qu'il n'est plus. C'est-à-dire, le D- est une position nostalgique par excellence, hein, pour pouvoir effectivement pouvoir me détacher, pour pouvoir aborder les choses. Il faut que je considère que l'objet auquel je m'accrochais jusqu'alors soit à disposition. Il soit donc fondamentalement perdu. Voilà le sens de D-. Là, on pourrait, et Legrand, hein, Michel Legrand qui en parlait, on pourrait tout à fait faire référence donc à ce qui, d'une façon encore une fois telle qu'il ne faut pas le prendre d'une façon trop développementaliste, on pourrait le prendre comme étant une figuration de ce qui se passe dans le procès anal chez l'enfant, vous voyez, non pas en termes purement et simplement de contrôle de l'attente de l'autre, même si cela ne l'exclut pas, mais l'investissement du boudin fécal, hein, qui donne consistance à l'expression favorite de certains ados aujourd'hui, je t'emmerde. Hein. On devrait enseigner aux ados de ne pas dire je t'emmerde, mais je dépose mon boudin fécal là où tu ne l'attendais pas. Ça serait un peu plus smart quand même pour eux. Hein. C'est-à-dire faire chier le monde. Eh bien, justement, on voit bien que la valeur, hein, de ce boudin fécal, hein, qui fait l'objet d'une maîtrise, bien entendu, hein, maîtrise du corps que l'enfant apprend, c'est avant tout un objet qui adopte ou qui admet, et c'est nouveau, admet une valeur, a value, une valeur, très important. L'objet a une valeur. C'est un objet qui peut être un objet d'échange, de don, de rétraction, etc., etc. Donc, ce n'est pas l'objet tel que mon paquet de tabac ici. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se constitue comme objet à la mesure précise où je puis m'en faire maître de cet objet pour le dispenser dans le don, pour justement dispenser l'autre de l'avoir. Je le garde. Voilà. On verra la fois prochaine le circuit, hein, qui sera complété. Je souligne simplement donc l'autre, hein, donc D+ et M-, qui sont exactement la négation, hein, donc des deux facteurs, des deux tendances, pardon, que nous venons de voir. D+, ce n'est pas, c'est l'antithèse, pourrait-on dire, de la conservation, c'est je le mets en dessous, la Suchen en allemand, chercher. C'est la quête de quelque chose. On ne cherche néanmoins que ce qu'on ne possède précisément pas. Et encore une fois, ça ne se limite pas à chercher ce que l'on sait avoir eu l'instant d'avant. Hein, chercher mes clés quand je les ai perdues, par exemple. Hein. C'est une tendance fondamentale consistant ou reposant sur la reconnaissance que, eh bien, il n'y aura jamais possibilité de tout conserver. Il y a des choses que je ne peux pas ne pas perdre, et donc, ça me met en mouvement pour pouvoir chercher. Très important. Quant à M-, eh bien, c'est l'antithèse du M+, ce sera effectivement, comme c'est inscrit, ça sera le décrochage. C'est là où on va pouvoir observer la clinique du maniaque, hein, de l'hypomaniaque, hein, qui sera justement à ne pas réussir à pouvoir s'accrocher à quoi que ce soit. Hein. La clinique l'atteste avec la fuite des idées, etc. Hein. Comme ce patient, par exemple, qui une fois avait été hospitalisé aux urgences parce que effectivement, il avait voulu à Lille. Vous savez, il y a des tramways à Lille. Enfin, il y en a aussi dans les autres villes. À Toulouse, il y en a, je sais. Mais il avait voulu renverser un tramway en fonçant dessus. Le chauffeur s'est arrêté in extremis. Le choc était néanmoins inévitable. Clavicule cassée, ce qui est très douloureux. Ça m'est arrivé une fois au football. Bon,
Euh, mais qui était très intéressant, c'est que dans l'ambulance, autant que dans l'arrivée aux urgences, hein, moi je l'ai vu après, il était dans une logorée, comme si effectivement il n'y avait pas de possibilité de mettre un halt quelque part. Il n'y avait pas de point d'appui, il n'y avait rien du tout. Il décrochait complètement. Voilà ce qui pourrait être dit de ce qui répondrait cliniquement à la tendance M-. Ça va? Vous voyez, c'est le premier. Vous allez comprendre pourquoi après. Je passe au second qui est maintenant à l'extrême gauche du schéma. Voilà, le vecteur sexuel. Plus connu, a priori. On retrouve là les 4 tendances, hein, les 2 facteurs eux-mêmes polarisés en plus et en moins, H+, H-, etc. La configuration est différente. C'est vrai qu'on pourrait contester, hein, la présence de l'hermaphrodisme au chapitre de la perversion. Hein. Alors, même dans certains textes zondiens, parfois, le H devient homosexuel. Hein. Là, il y a lieu de contester. C'est l'hermaphrodisme, c'est très important. C'est la présence, effectivement, donc de l'indifférenciation au niveau du genre qui compte là-dedans, avec son inscription à l'endroit du corps. D'ailleurs, les photos, je vais vous en présenter une, tiens. Les photos de l'épreuve du Zondi montrent très clairement cette indifférenciation. C'est assez extraordinaire. Je prends une au hasard, je vais la trouver rapidement. Bon, non, celle-là, elle n'est pas intéressante. Voilà. Vous voyez, celle-là, par exemple, c'est la photo de la série 2. Voilà un exemple. Il y a plus clair encore, c'est celui de la 6, si ma mémoire est bonne. Voilà. Regardez, c'est beaucoup plus flagrant ici encore. C'est l'indifférenciation qui s'inscrit dans la chair. Ça, c'est important. Et il y a donc quelque chose donc, dans le corps qui donne figure, dans cette indifférenciation, à ce que Mélon considérait, allez, la figure de l'ange. Il le disait quelque part, Mélon. Hein. La figure de l'ange, alors, pourquoi un ange? C'est pas parce qu'il est bon, c'est pas parce qu'il est gentil, hein, ou qu'il aurait des ailes, non. Parce que l'ange, précisément, dans la tradition, quelle qu'elle soit, eh bien, l'ange est un personnage qui n'a pas de sexe, contrairement au diable qui a les deux. C'est là où on retrouve l'indifférenciation, et non pas une jouissance quant à avoir les deux. C'est ce qui va faire un, sans admettre le deux de la différence, homme ou femme. Là, donc, il y a du un qui condense, qui comprend les deux. C'est là où on trouve justement cette tendance essentielle de H+, qui, et là je cite encore Jean Mélon de mémoire, qui ne sera pas sans rapport avec cette unité première qui, dans la vie, se présente. Cette unité va forcément passer par le régime d'un leurre. C'est le miroir. C'est ce que Lacan appellera beaucoup plus tard, plus tard en tout cas, c'est ce qu'il appellera l'étape du narcissisme spéculaire, ce qu'on appelle très improprement le stade du miroir. C'est le miroir qui nous donne, dans le leurre, dans l'image, il nous donne la possibilité de nous reconnaître comme un. Bien entendu, ça ne se fait pas d'une façon spontanée, d'une façon automatique. Et là, peut-être nous y reviendrons la fois prochaine. Il faut de l'autre, un autre qui se trompe fondamentalement. C'est vrai que le nourrisson ne va pas, sinon incidemment, se retrouver devant un miroir. Il est dans les bras de quelqu'un qui va se tromper. Très important. C'est la mère, par exemple, qui tient l'enfant dans ses bras et qui va parler au reflet qui se présente à elle, le reflet de son bébé. Et le bébé va être surpris de voir que le sonore, la voix, vient de derrière lui, tout en voyant sa mère, hein, l'image de sa mère, animant ses lèvres pour parler. Vous voyez? Tout repose, au sujet du narcissisme, tout repose sur une bévue, une erreur, mais qui est fondamentale. On se plante toujours. La mère, et ça, je prends l'exemple du miroir, mais j'aurais pu revenir bien avant le miroir. La mère, dès la naissance, hein, je ne vous surprendrai pas sans doute, mais dès le départ, la mère se trompe. Quand l'enfant à la naissance crie, c'est une décharge motrice. Point barre. Hein.
une décharge motrice à finalité d'oxygénation d'un organisme voué à l'autonomie fonctionnelle dans un milieu hétérogène qu'il connaissait depuis 9 mois. Antoine, je parle sous ton autorité là. Bon, mais la mère ne prend pas ce cri comme une simple décharge ou une simple oxygénation d'un poumon, parce que justement, ce cri qui n'est qu'une décharge en soi, elle va l'interpréter. Elle va prêter de l'antre, interpretare. Elle va prêter l'antre, elle va donner, pour le dire simple, du sens. Ce n'est pas un corps qui se met en route. Ce cri, c'est celui de mon fils, celui de ma fille, c'est celui qui m'appelle. C'est l'autre maternel qui va se tromper en prenant ce qui n'est qu'une décharge pour un appel qui lui est adressé. On y reviendra la fois prochaine avec la distinction élémentaire entre besoin, entre demande et désir. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, je reviens donc à H+, c'est la figure du 1. La figure du 1 qui témoigne d'un temps premier où il n'y a pas cette distinction. Et dans H-, le 1 narcissique, c'est ce que j'ai écrit pour H+. Hein. Le H- sera la négation pure et simple du H+, dans la mesure où le 1 va complètement, pour le dire simple, c'est une image, se dissoudre pour laisser une place unique, unique aux multiples, à tous les autres qui sont autour de soi, pas un tel, mais un multiple indéfini à qui ou face à qui on restera à garder une place, mais en fonction de ce que les autres sont prêts à attendre. C'est ce que Zandi considérait comme la figure H-, la figure de l'humanisme, celui qui se sacrifie, celui qui s'oublie. Ce sont les autres, pas tel autre, j'insiste. Ce sont les autres indéfinis, multiples. La première confrontation, on y reviendra peut-être un jour, mais la première confrontation de l'enfant, c'est pas à l'autre, c'est une fois qu'il acquiert l'unité, c'est le multiple. Ça me paraît important. Mais vous voyez, j'ai comparé H+ avec S+ et H- avec S-, parce que quelque chose s'y retrouve. Avec S, on est dans une figure plus connue, encore que souvent on ne sait pas clairement ce que c'est que le sadisme. Le sadisme, c'est pas celui qui frappe, c'est faux, c'est faux. C'est celui qui s'apprête à frapper. Parce que ce que vise le sadique, c'est la maîtrise justement de l'autre qui le met dans une situation d'angoisse, qui attend le coup qui ne vient pas. C'est là où il y a une maîtrise. Ça, c'est l'objectif du sadique. Eh bien, le sadique se retrouvera précisément dans la tendance S+, non pas en tant que sadique, mais en tant que cette tendance renverra à ce qui est vraiment essentiel dans cette dimension-là, c'est l'activité. Je vais vous donner un exemple de photo de sadique, dans l'épreuve du Zandi, ce sont des photos de meurtriers. Regardez, dans la série 5, par exemple, on dirait un ancien, certes, pas mal de patients à l'époque me disaient, on dirait un ancien nazi. Vous voyez, il peut penser un peu à Himmler d'ailleurs. J'essaie de trouver un autre tout aussi évocateur. Non, pas celui-là, peut-être là. Allez. Ah. Ouais, bof. Vous voyez? Alors là, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas cette indifférenciation qui caractérisait les figures de H. C'est le pôle actif qui va être privilégié avec S+. Et son complément, pardon, son opposé, en S-, ce sera la dimension passive. Attention, la dimension passive ne peut pas être confondue aussi facilement avec le masochisme. Ça, c'est des éléments de réflexion. Vous savez, sur le Zandi, on pourrait écrire une vingtaine de bouquins, s'arrêter sur chaque point. Le masochisme, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas le complément du sadique. Le couple sadomasochiste, c'est un leurre, surtout à l'heure de névrosé. Le masochiste, ce n'est pas celui qui jouit de recevoir les coups. Non, le masochiste, c'est celui qui maîtrise précisément la jouissance de l'autre. Puisque si vous vous rappelez le texte de Sacher Mazor, d'où vient le nom masochisme, c'est celui qui écrit le contrat que Wanda, sa femme, va devoir respecter puisqu'elle a signé. Vous voyez? Mais c'est lui qui maîtrise.
la jouissance qu'aura Wanda le frappé, par exemple. Vous voyez, ça, je vais faire un simplifié, mais c'est très important de ne pas limiter précisément le masochisme à la passivité. S- sera la tendance qui, à l'opposé de l'actif qu'on trouvait en S+, se retrouvera au niveau de S-. Hein. Voilà. Je continue. Il en reste deux. Hein. Le vecteur paroxysmal, que je présente d'une façon un peu originale, hein, ils n'ont rien d'engageant, hein, ces schémas-là pour l'instant. Hein. Vecteur paroxysmal qui, je vous le rappelle, donc, renvoie fondamentalement donc, à la classe des névroses, admettant là encore une figure qui est la figure de l'épileptique. Alors, certains psychiatres contesteraient, enfin, c'est un problème neurologique, on peut l'identifier d'une façon un peu plus claire, à savoir l'orage électrique, hein, bon, etc., qu'on peut observer dans les crises de grand mal, etc. Bon, néanmoins, encore une fois, on est dans la pathologie, pas dans la maladie. Pathologie, c'est ce que un sujet peut dire de ce qu'il vit quand il est épileptique. Et les bons vieux travaux de l'école phénoménostructurale, hein, que j'ai connu ici à Lille il y a très très longtemps avec Minkowska, hein, et avec Denis Osson qui était son élève, bon, c'est vrai qu'on avait dégagé à l'époque une personnalité épileptoïde, qu'on appelait aussi glychchroïde, visqueux, etc. Il y a toute une orientation affectivo-émotionnelle, affectivo-intellectuelle, tout ce que vous voulez, qui est caractéristique de cette dimension donc épileptique. Alors, là où ce que Zandi veut pointer, c'est précisément dans la clinique de l'épileptique le passage dans sa radicalité d'un extrême à un autre. On sait très bien hein, que, contrairement à l'hystérique, hein, quand il y a une crise de grand mal chez l'épileptique, il y a effectivement donc l'impossibilité à pouvoir anticiper la chute, parce qu'il ne s'agit pas de montrer qu'on tombe, non, c'est la chute en tant que telle. C'est quelque chose qui déborde à ce moment-là et qui implique une chute sans anticipation en quoi que ce soit. C'est là où on retrouvera le E-, qui est premier dans ce vecteur, on y reviendra. Hein. E-, c'est la rage. Et Zandi n'a cessé d'insister toutes les fois où il parlait de E-, d'une figure biblique qui est celle de Caïn. Celui qui, allez, jalousie, tout ce que vous voulez, etc., on ne va pas entrer dans le détail, mais en tout cas, qui va témoigner de sa rage en assassinant donc son frère Abel. Mais Zandi insiste sur ceci. Il y a ce passage de E- en E+, qui est très important. Caïn, alors, c'est l'un de ses derniers articles, je me souviens, Scott l'avait longuement commenté une fois à Lille, hein, c'est le passage de cette rage à la reconnaissance d'une loi qui exclut, ou du moins qui localise la rage dans ce qui est de l'ordre du mal et l'antithèse du côté du bien. C'est ce que Zandi appelle l'éthique, avec la figure de Moïse, après avoir parlé d'Abel pendant quelques années. C'est la figure de l'éthique. Éthique, allez, dans un sens que je ne partage pas forcément, hein, mais ça, ce serait trop long pour expliquer pourquoi ici, mais le mot éthique, c'est ce qui va être considéré comme vérité première et dernière en termes de bien et de mal. Hein. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc., en rapport avec justement ce qui est de l'ordre de cette rage qui justifie ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le vecteur paroxysmal s'appelle aussi parfois vecteur des affects. C'est là où on peut être débordé par les affects. Tout autrement, il en va du côté de l'hystérie. La bonne vieille hystérie avec laquelle la psychanalyse elle-même est née, hein, grâce à la lecture qu'on a proposée Freud à un moment. L'hystérique, elle aussi, on sait très bien la nature de l'affect, hein, de la théâtralité, etc., pour rester dans une clinique élémentaire, même si elle est beaucoup plus complexe, bien entendu. Eh bien, Zandi s'arrête sur le facteur HY pour témoigner là aussi d'un passage. Le HY+, c'est une sorte de démonstration, hein, une sorte de monstration toute simple, de monstration à l'endroit bien de ce qui se pose aux yeux de l'hystérie comme un spectateur potentiel. Hein. Il s'agit de montrer quelque chose.
C'est là où on pourrait s'arrêter sur effectivement les débordements affectifs, mais qui ne sont pas du même ordre que dans le facteur E, un débordement affectif au nom de ce que l'autre est susceptible d'en faire. C'est-à-dire, j'aurai ma crise s'il y a quelqu'un qui pourra me relever, s'il y a quelqu'un qui pourra me plaindre, etc., etc. C'est la monstration hystérique qui conduit à une autre figure dans le même facteur HY, HY-. Alors, un peu plus complexe, mais beaucoup plus subtil et beaucoup plus propre, je trouve, à la clinique de l'hystérique aujourd'hui. C'est ce qui est de l'ordre du masque, de la dissimulation. Non pas pour cacher quelque chose que l'autre ne doit pas voir, non. C'est la façon, comme disait Lacan à propos de l'hystérie, c'est une façon de pouvoir, à travers quelque chose que l'autre ne peut pas saisir dans son savoir, une façon de me poser comme maître, justement, de me poser comme maître sur la base de la reconnaissance de l'autre comme maître, sur qui, en tant que maître, je pourrais régner. Voyez. Mais je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes. Oui, voilà une patiente hystérique qui consulte, voilà, elle n'aura, je vous donne un exemple tout à fait clinique, l'exemple, enfin, en 2 minutes, une vignette même, une patiente qui, dans la salle d'attente, avait rendez-vous avec moi et qui me dit, en me voyant arriver, d'un mouvement de dégoût. Ah, c'est vous. Effectivement, ce qui apparaîtra, elle acceptera quand même pour le premier rendez-vous. D'ailleurs, il y aura un suivi après. Elle me dira très rapidement qu'elle s'attendait à avoir non pas un homme, mais une femme. Vous voyez, Dominique étant un prénom ambigu au niveau du genre, eh bien, il y avait cette surprise de voir l'homme qu'elle ne voulait justement pas attendre. Vous voyez, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un voile. Elle n'en parlait pas. Elle ne disait pas qu'elle détestait les hommes. Elle dira beaucoup plus tard des scènes dont elle avait été victime longtemps avant. Voilà. Donc, on a un rapport donc au niveau de l'hystérique qui n'est plus un rapport à l'éthique, mais un rapport davantage au niveau de ce qui est de l'ordre de ce qu'on entend par morale. C'est toujours le bien et le mal, mais aux yeux de quelqu'un, dans le lien à l'autre, et non pas dans l'absolu qui caractérisait le facteur E. Dernier vecteur, le plus complexe, c'est le noyau du schéma, on verra pourquoi plus tard. Et vous voyez, là en l'occurrence, je l'ai présenté d'une façon telle qu'on le retrouvera comme le circuit complet, parce que là, ce n'est pas tout à fait la même chose que précédemment. On a, avec Zandi, l'identification, cette fois, de 4 mécanismes, 4 processus qui sont à l'œuvre et qui sont identifiés en tant que tels comme des mécanismes que Freud avait déjà lui-même repérés. Alors, allons pas trop vite, vous allez voir. Le P-, c'est la participation. Ce terme n'est pas de Freud. Ce terme provient d'un anthropologue que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Lévi-Bruhl, qui considérait la participation comme étant une tournure de pensée consistant effectivement à doter ce qui est inanimé d'une certaine vie. L'animisme qu'on trouvera dans Totem et Tabou de Freud, dans la première partie, par exemple, c'est donc une pensée primitive, première, caractérisée par effectivement le fait d'être dans un régime qui est, ce qui n'est pas, ce que je suis, ce que je ne suis pas. C'est la catégorie de l'être qui va être importante. Participation, c'est ce que je suis, l'autre peut l'être aussi, même si c'est un arbre. Un arbre est vivant. Ou même une pièce quelconque, j'en ai autour de moi, mais bon, peut-être dotée d'un souvenir. Voilà, tiens, ça vit pas, c'est un scarabée qui vient d'Égypte, etc. Je peux le créditer, non pas d'une vie, il va pas me sauter la figure, non, quand même pas, mais d'une valeur particulière qui renvoie à mon histoire. P-, c'est la participation avec une proximité discutable, parce que Zandi ne me semble pas très clair là-dessus, une proximité avec un mécanisme essentiel que Freud identifiait sous le nom de projection. Un mécanisme
très complexe, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'ailleurs, il avait écrit un article en 1915, Freud, sur la projection, hein, qui aurait dû paraître dans ses essais métapsychologiques et qu'il a brûlé. Il n'était pas satisfait. On avait brûlé plein de manuscrits. Hein. C'est en tout cas dans la participation ou dans la continuité, la projection, c'est attribuer à ce qui est autre quelque chose d'une identité, voire d'une entité, voire vivante. Et le contraire, mais je reprendrai le circuit après, hein, c'est le seul fois où je ferai mention des circuits aujourd'hui. Le contraire, c'est P+. P+, c'est l'inflation. Ce n'est pas un mécanisme freudien du tout. Ce mot vient de Carl Gustav Jung. Il est assez complexe, ce mot-là. Hein. Il est assez complexe dans la mesure où il est question, à travers l'inflation, de pouvoir, c'est Jung, hein, de pouvoir admettre la levée du contradictoire. Je peux être, comme dans certains délires paranoïdes, être homme et femme en même temps. Hein, pensez à Schreber, qui se vivait, hein, il se vivait femme, le responsable de la descendance de l'humanité en étant fécondé par les rayons divins, hein, vous vous souvenez sans doute, etc., etc. C'est effectivement donc retrouver ce un dont il était question tout à l'heure, mais cette fois non pas dans une indifférenciation comme on le voyait tout à l'heure pour H+, non, mais cette fois dans dans le refus de considérer tout ce qui serait de l'ordre du contradictoire. Je suis un, voilà. Homme et femme, hein, je suis deux en un en deux, etc., etc. Alors, ça, on appelle ça Zandi, retenez ce mot de égodiastole. Dans le P-, dès lors que tout, l'essentiel, repose autour de moi, je ne suis pas grand-chose. Dans le P+, dès lors que je lève toute contradiction, fût-ce la contradiction d'être face à quelqu'un qui est autre que moi, dans le P+, je suis quasiment tout. Les autres n'ont plus grande place. Hein. C'est là l'égodiastole, hein, ce qui admet au niveau cardiaque donc un mouvement particulier d'extension, je ne sais plus comment on dit, une diastole, quoi, hein, c'est-à-dire je ne sais pas le mot qu'il faut, enfin, quelque chose qui gonfle, qui rétrécit, enfin, etc. Bon, c'est une référence cardiaque, la cardiologie. Le dernier facteur, K, eh bien, c'est un facteur qui est très, très important lui aussi, hein, qui va reposer sur, cette fois, la catégorie de l'avoir. Et on retrouve là des concepts, des mécanismes que Freud avait identifiés, hein, notamment là, par exemple, l'introjection et la négation, vous le trouverez dans l'article Pulsion et destin des pulsions, hein, dans un schéma qu'on reprendra sans doute la fois prochaine. On sait très bien que Mélanie Klein en fera quelque chose, hein, notamment avec la projection, hein, avec l'objet partiel, etc., etc. L'introjection, c'est une façon, alors, non pas uniquement de mettre, de jeter, hein, il y a qui irait, de jeter à l'intérieur de soi quelque chose. C'est pas si simple. L'introjection, le mot vient de Ferenczi. C'est pas un hasard que ça vienne de Ferenczi. Hein, qui considérait effectivement que dans la clinique, l'introjection, c'est une possibilité de pouvoir s'enrichir, de tous les traits qui sont autour de soi pour pouvoir effectivement, s'alimenter, pourrait-on dire, et grandir, entre guillemets. Hein. C'est une extension du moi. Hein. Pas dans le sens de l'inflation, hein, attention. C'est une extension du moi à partir de tout ce qui est introjecté, qui permet, par identification, d'admettre de l'autre en soi. C'est un oui qui se prononce avec l'introjection. Un oui. Oui à prendre sur moi, sans le savoir, inconsciemment, tel trait. Hein. Ça nous arrive à chacun. Hein. Si vous savez, quand j'ai perdu un ami très cher, c'est peut-être Serge Le Sourd, hein, qui est décédé il y a quelques mois, je me suis aperçu parfois que j'avais des intonations qui lui revenaient. Vous voyez, bon, c'est dans une identification à un trait hystérique sans doute, quoi. Mais néanmoins, dans le système zondien, il y aura considération d'un mouvement introjectif quant à pouvoir effectivement admettre une affirmation, un oui à ce que je suis en fonction de ce que je mets d'un autre en moi. Pardon. Quant à la négation,
un mécanisme qui est central, structuralement, on y reviendra la fois prochaine, avec l'Urverdrangong, le refoulement originaire. Ça, la négation, c'est l'antithèse donc du oui propre à l'introjection et qui va refuser ce qui se présente comme trait provenant de l'autre, refuser tout ce qui proviendra des autres facteurs, des autres vecteurs, etc. C'est, autrement dit, la prise de position propre donc au facteur K, qui ne sera plus dans le oui, mais qui sera donc dans le non. Et là, en l'occurrence, Zandi, toujours dans ses références à la cardiologie, retient le mot d'égosystole. Égosystole, c'est ce mouvement consistant à rétrécir, me semble-t-il, Antoine, mais on ne m'y connaît pas assez. Voilà. L'un est bien évidemment en rapport avec l'autre. Ça va toujours? Ouais. Je reprends, voilà. Il y aura une dernière figure qui va venir tout à l'heure. Alors, sur cette base-là, sur ce schéma zondien qui permet de penser, qui permet de critiquer, il n'est certainement pas garant d'une vérité absolue, mon Dieu. Celui qui oserait dire ça ne serait pas un psy, il serait un gourou. Non, mais ce schéma met au travail et permet, en tout cas, a permis à Jean Mélon d'y retrouver ce qu'il appelait un bloc erratique dans le texte freudien. Ce bloc erratique correspond, allez, à un un concept qui est celui de fantasme originaire. Fantasy, fantasme originaire. Alors, ça a l'air simple, un fantasme originaire, ça ne l'est absolument pas. Et pour pouvoir le présenter en quelques minutes, ce qui est déjà une gageure, eh bien, je m'appuierai sur un petit trait d'histoire. C'est à la fin, dans les dernières lignes du Cachereber, dont je vous recommande la relecture parce que c'est un texte fantastique, on sent que Freud prend position avec Jung. C'est l'époque 1911 où le conflit donc s'accroît entre les deux autour de la question de considérer le chapitre de la pulsion notamment. La libido pour Jung sera tenue comme une force unique. Pour Freud, non. La pulsion a toujours deux aspects qui se contredisent. C'est ce qui fait tension. Toutes les théories des pulsions, d'ailleurs, admettent deux aspects. La première théorie, c'est pulsion sexuelle contre les pulsions de conservation ou pulsion du moi. La deuxième théorie, c'est pulsion libido-objectale, libido-narcissique. Et la troisième, la plus passionnante, c'est pulsion de vie, pulsion de mort. Toujours deux pulsions qui s'entrechoquent. Pour Jung, non, c'est un monisme. Et il y a un débat qui se retrouve là à la fin du Cachereber où Freud conteste. Il conteste une référence qui s'accroît chez Jung, une référence qui s'accroît chez lui en termes d'inconscient collectif, d'inconscient familial, etc., où il y aurait une sorte d'héritage des générations passées qui seraient comme des sédiments dans lesquels on pourrait, sinon puiser, en tout cas, qui pourraient faire surgir telle ou telle chose. Bon, je simplifie à outrance Jung, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien entendu. Mais en tout cas, Freud conteste, et c'est là l'important. Pour la première fois, l'une des premières fois, eh bien, il va faire référence à une théorie qu'il veut explicitement opposer à Jung, on le sent bien, non pas en référence donc à quelque inconscient collectif, mais une référence à un auteur, vous connaissez sans doute, Haeckel, H-A-E-C-K-E-L, un néo-darwiniste qui avait une idée farfelue ou pas, qu'importe, c'est pas là l'essentiel, mais une idée très importante qui était que dans le développement ontogénétique, le développement de l'individu, si vous voulez, moi par exemple en tant qu'individu, dans le développement ontogénétique se retrouve en miniature le développement de l'espèce à laquelle mon individu appartient. Alors, je vous donne un schéma, et moi, je vous encourage à lire justement Thalassa de Ferenczi. C'est là où on voit les plus grandes marques, je dirais, du néo-darwinisme de Haeckel. Simplement,
Dans la vie embryonnaire, par exemple, bon, je vais m'arrêter sur un point simplement, hein. Il y a au moment de la naissance le passage d'un milieu aquatique à un milieu aérien, ce qui serait pour Haeckel la reproduction de l'évolution de l'espèce qui était, avant d'être singe, eh bien effectivement, donc, était un certain nombre d'êtres aquatiques. Voilà. À partir de ce moment-là, Freud va prendre acte de cette théorie. Alors, à mon avis, ça c'est une lecture pour s'opposer à Jung, hein, et va la considérer comme centrale. Et c'est ce qui me semble avoir développé chez lui un intérêt grandissant pour tout ce qui va être de l'ordre de l'originaire, du Ur en allemand, UR. Et effectivement, c'est ce qu'on va observer très vite. Bon, la Totem et Tabou, qu'il écrit en même temps, c'est clair, hein, que le Cache-Reber. Mais on va l'observer très vite, quelques années plus tard, en tout cas en 1915, où apparaît pour la première fois le mot Urfantasie, fantasme originaire. Dans un sens, ou dans un sens bien particulier, et en rapport avec une situation clinique. C'est dans le texte d'un cas de paranoïa en contradiction avec la psychanalyse. Hein. Eh bien, il considère qu'il y a un événement donc chez une femme là qui vit un rapport sexuel adultérin, eh bien, un événement qui va la perturber à ce moment-là et qui va renvoyer à ce qu'il va appeler une scène première. Il emploie le mot hors fantasy, mais dans le sens de Urzen, une scène première dont il considère on doit considérer cette scène sur des coordonnées de pure réalité. Elle a eu lieu. Mais en même temps, il emploie le mot fantasme originaire. Et l'hésitation va demeurer toujours chez Freud. Vous savez, hein, il a abandonné sa Neurotica en 1897 hein, sur cette base-là. Les hystériques ont-elles vécu un traumatisme réel, une séduction réelle de la part d'un parent ou d'un adulte? Ou est-ce que c'est un fantasme? C'est au moment où il va considérer en 97 que c'est avant tout une construction. Hein, c'est très important. Une construction récurrente, rétroactive. C'est ça qui va être important à considérer. Mais Freud veut toujours, en scientifique là qu'il est, toujours trouver, en tout cas toujours à la recherche de cela, un sol ou un roc de réalité. Et le fantasme originaire va graviter entre ces deux choses. Et effectivement, là, à peu près quelques mois plus tard, hein, ou au même moment peut-être, il était en train d'écrire le fameux cas de l'homme au loup. C'est un cas extraordinaire où on le voit osciller entre deux choses. Effectivement, Sergueï Penkeïev, hein, celui qu'il surnommera l'homme au loup, eh bien, a été, dira-t-il, a été victime d'une séduction. Et il le dit noir sur blanc. Hein, je vous donnerai les citations plus tard si vous voulez, mais il le dit noir sur blanc. Rien ne permet de douter que cette séduction a eu lieu. Non. Pourquoi en douterait-on? Alors justement, là, c'est intéressant. Hein. Et également, il a été témoin, et Freud a le même discours en tenant cela comme une scène originaire, pas encore un fantasme. Hein. Eh bien, il a été témoin d'un ébat amoureux entre ses parents. Voilà. À partir de ce moment-là, Freud oscille entre la réalité de ces scènes, néanmoins, tout en admettant une part de fantasme. Il n'est pas clair, mais c'est là où c'est intéressant. Quand Freud n'est pas clair, c'est qu'il y a quelque chose qui se met au travail et qui mérite d'être questionné. Et dans les dernières lignes de l'homme au loup, hein, il fait référence, cette fois de façon explicite, à la notion de fantasme originaire en les comparant, je n'invente rien, aux catégories kantiennes. Il le dit explicitement. Et les catégories, je vous rappelle que tout à l'heure, il était question de catégories, hein, le passage des classes aux catégories, comme soulignait Scott. Eh bien, il parle de catégories kantiennes, Freud, il va même parler d'un, je le cite, hein, un savoir instinctif. Un savoir instinctif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un savoir instinctif? Bon, quelque chose qui n'est pas le produit d'une élaboration, quelque chose qui, allez, n'était pas là, dont on se souviendrait ou pas. Non, 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 non. C'est un savoir, on peut l'entendre ainsi, un savoir
qui se pose au moment où on rencontre les différentes questions que nous impose la vie qu'on affronte. Et il en repère trois. Trois qui sont décisives pour le développement de l'enfant, pour le dire simple, hein, mais bon, voilà. C'est la question qu'il exploitait déjà en 1908 dans les théories sexuelles infantiles. C'est la question, mais d'où je viens? D'où je viens? Les questions qu'on entend encore aujourd'hui, hein, comment on fait les bébés, hein, chez les enfants, qui sont fantastiques. Bon, d'où je viens, pourquoi papa et maman sont toujours ensemble, etc., etc. Et il identifie donc trois fantasmes originaires, trois, en 1915, à la fin de l'Homme au loup: la séduction, la scène primitive et la castration. Et il va rester là-dessus, également dans les fameuses leçons d'introduction à la psychanalyse, hein, qui ont lieu là, à ce moment-là, en 1915, 16 et 18, les 16, 17, 18. Eh bien, dans la leçon 23, très exactement, il reprend cela, il cite ces trois fantasmes originaires. C'est intéressant, parce que quelques temps après, quelques années plus tard, il va implicitement en ajouter un quatrième. Vous trouverez ça dans Inhibition, symptômes et angoisse, mais également et surtout dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse. Ils vont introduire un troisième, un fantasme originaire, qui serait la régression utérine. C'est là où je vais vous donner le dernier élément. Voilà, c'est là. Fantasme originaire. Voilà. Et toute la théorie, tout le travail de Jean Mélon va consister, non pas de mettre en boîte ces fantasmes originaires, mais de souligner que ces vecteurs zondiens ne sont peut-être pas sans faire référence, non pas à quelques réalités, à quelques fantasmes, non, à ces questions sur lesquelles Freud s'arrête. Et on en trouve bien quatre. Alors, je vais commencer par le contact, ce qui est apparu en dernier chez Freud. Une question, c'est d'où je viens. Je mets au défi de me répondre à ça. Je viens d'un ventre. Mais ce ventre, d'où il vient, etc. On pourrait monter très loin. Et Lacan le disait très justement. Enfin, aussi longtemps qu'on n'aborde pas la question avec un père, la question est infinie. C'est le père qui va marquer quelque chose. C'est pour ça que un conseil, si on vous pose encore la question qui était premier, la poule ou l'œuf, vous savez comment répondre. Il n'y aurait jamais de poule venant d'un œuf s'il n'y avait pas eu un coq. Bon, voilà. Ça, au moins, c'est une énigme qui est résolue à tout jamais. En tout cas, le premier fantasme originaire serait effectivement à circuler autour de cette question d'où je viens. J'ai bien d'où. Il est question d'un lieu. C'est pas de qui. Ça reviendra plus tard. D'où je viens. Fait penser un peu à Marc Ledoux, qui a écrit ce bouquin magnifique qui est qu'est-ce que je fous là, quoi. La Borde, c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser tout le temps. Qu'est-ce que je fous là? C'est pas qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fous là? C'est à proximité, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de sentir, etc. D'où ça vient tout ça? C'est une question qui, vous voyez, n'est pas sans proximité avec ce qui a pu être évoqué tout à l'heure à propos du vecteur contact. Il ne s'agit pas de dire de là, d'ici, non, 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 non. C'est une question insoluble. Parce que le d'où je viens va renvoyer à d'où je viens, etc., etc. Maintenant, deuxième fantasme originaire, sur lequel Freud s'est arrêté dès le départ. Il en avait fait la théorie théologique des névroses hystériques, des psychonévroses hystériques au départ. D'où vient ce que je ressens? Là, il parle d'excitation. On est dans le vecteur S sexuel. Et très intéressant quand même de s'arrêter sur une chose sur laquelle je suis en train de travailler en labo avec mon collègue argentin. Quand on dit, voilà quelqu'un qui trouve quelqu'un d'autre d'excitant, où est la source de l'excitation? Elle est en dehors. Mais où est l'éprouvé d'une excitation? Elle n'est pas dehors, elle est en dedans. Vous voyez? L'excitation, est-ce qu'elle a sa source au niveau de l'objet ou au niveau de ce qui
me caractérise dans mon éprouvé, au moment où je vois telle ou telle femme magnifique, etc., par exemple. Eh bien, vous voyez, si je prends l'exemple de l'excitation, c'est parce que ça implique toujours l'excitation deux pôles, un excitant et un excité. Et la séduction va renvoyer à cette question fondamentale tout ce que j'éprouve. Mais ça vient d'où? Et je vous rappelle qu'effectivement, dans le vecteur S, on le voyait tout à l'heure avec le facteur H, hermaphrodite, le sadique, il s'agit de se positionner. Est-ce que je reçois les choses ou est-ce que je les donne? On retrouve tout à fait le H+, dans son rapport avec le S+, pardon, oui, et dans le H- dans son rapport avec le S-. D'où vient ce que je ressens? La scène primitive, c'est, pour le dire très communément, c'est surtout dans le cas de l'homolou que Freud l'a travaillé, c'est là où va se poser cette question très importante, non pas d'être témoin d'un débat sexuel, ça peut arriver, mais c'est pas aussi traumatique qu'on imagine, enfin attention, c'est pas là l'essentiel. Non, c'est la question qui sous-tend, à titre donc de fantasme originaire, de qui je viens. C'est très important. Cette question est double. De qui je viens? Il y a, dans la condition familiale habituelle, un père et une mère. Mais est-ce que je viens de l'un ou est-ce que je viens de l'autre? Alors, venir des deux, on dira, mais c'est pas si simple, en tout cas pour l'enfant. Mais de qui je viens, c'est aussi au-delà de cette différence des sexes qui s'impose, puisque, a priori, et au-delà de ce qui fait question aujourd'hui, et auquel on va pas en discuter maintenant, quoi, mais là où il y aurait, vous savez, le non-genre, etc., mais ça fait dualité avec ceux qui auraient un genre. Ça, on reste dans le deux tout le temps. Enfin, bon, qu'importe, mais l'enfant est confronté, effectivement, à deux qui sont tout le temps ensemble, etc., et qui posent une différence. Maman a des seins, papa n'en a pas. Papa a une barbe, maman n'en a pas, sauf problème hormonal, bon, etc., etc. Bon. Mais en même temps, il y a cette question sur laquelle Dolto elle-même insistait énormément. Ce n'est pas uniquement la différence des sexes, homme-femme. C'est la question de la différence des générations dans la scène primitive. C'est-à-dire, eux, ils font des choses auxquelles je ne suis pas invité. Papa et maman discutent, va dans ta chambre, voilà, c'est ce que je dis à mes fils quand ils m'emmerdent, bon, voilà, quand je discute avec ma femme, bon, non, on a des choses à se dire, ça ne vous regarde pas forcément. C'est là les deux procès inhérents à la scène primitive qui sont effectivement donc cette différence des sexes, je le répète, et différence des générations. Pour le dire d'une façon très schématique, comment pourrait-on envisager de devenir mère si on n'avait pas la possibilité d'assumer l'idée d'être fille? C'est très complexe pour la femme, très complexe, il faut le souligner. C'est que la fille, à un niveau strictement identificatoire, n'a pas à faire, aussi simplement que le garçon, eh bien, n'a pas à faire un modèle identificatoire simple. À qui s'identifie la petite fille? À la mère, dirait-on. C'est pas si simple. Elle s'identifie à la mère ou à la femme du père. Et ça, vous avez toute la question de l'hystérie à l'horizon à travers ça. Quant au garçon, à qui s'identifie-t-il? Au père. Mais le père, on le verra la fois prochaine si on a le temps, mais le père est insignifiant. C'est un, plus loin, signifiant. C'est le signifiant de quelque chose qui est perdu, qui est dû au père, à savoir la mère, etc. Là, on est dans la configuration édipienne. Voilà la scène primitive. Quant à la castration, bon, attention, c'est pas une façon de faire des chapons pour Noël, quoi. C'est pas la castration des poulets pour en faire des chapons. La castration est de l'ordre du complexe de l'angoisse, pour parler en termes effectivement en termes freudiens. Mais la castration, et on peut le lire déjà chez Freud quand on le lit en analyste et pas uniquement en lecteur universitaire, la castration renvoie, toutes les fois il en parle, dans l'implicite et parfois dans l'explicite, à ce qui détermine le désir en tant qu'inscrit dans une loi. Le désir, c'est quelque chose dont on reparlera la fois prochaine, ça je m'y engage, mais qui n'est pas du tout de l'ordre
vous savez, du libidere par des latins, à savoir ce qui serait parfois confondu avec l'invidia, l'envie. Non, c'est pas du tout ça. Le désir est quelque chose dont Freud soulignait dès 1899, enfin 1900, dans l'interprétation des rêves, que c'est ce qui dérive de quelque chose qui était l'hallucination de la satisfaction du nourrisson, l'investissement d'une trace mnésique. C'est ça le désir. C'est un espace qui fonctionne en pure perte. Le désir n'est jamais satisfait. Une demande, encore peut-être. Un besoin, nécessairement. Mais jamais le désir. C'est une boucle sans fin. On y reviendra. C'est ça la loi du désir. Et c'est pour ça que, vous voyez, Jean Mélon donc proposait une correspondance entre vecteur S séduction, vecteur P SN primitive, vecteur SCH castration et vecteur C avec régression utérine, ce qui donne une certaine logique que je vous propose pour déjà laisser la préfiguration de ce qui va devenir la fois prochaine avec les circuits pulsionnels de Scott. Regardez, je reprends la régression utérine. On ne peut pas dire, dès lors qu'il y a une indélimitation au niveau du cercle où il y aurait du 1, on ne peut pas dire qu'il y a une distinction très claire. Le 1 n'est pas foncièrement distinct de ce qui fait autre. L'autre, je l'écris ici avec une lettre majuscule sous réserve de précision ultérieure. C'est pas, n'allons pas trop vite, c'est pas le grand autre lacanien. Mais ce qui fait autre, ce n'est pas un tel, un tel, un tel. Non, ce qui fait autre, même au niveau de mon environnement. Le bébé qui vient de naître, dans ce que Freud appelait son Hilflosigkeit, cette perte d'appui, qui précisément vient d'une façon opportune lorsqu'il est question d'accrochage dans le contact. Là, c'est là. Vous savez, c'est le sentiment de chute qui nous arrive d'avoir. Bon, eh bien, là, il n'y a rien à quoi se raccrocher dans un premier temps, et tout le procès de ce fantasme originaire, donc du vecteur C selon Jean Mélon, eh bien, sera précisément de nouer quelque chose avec une possibilité d'accrochage et de pouvoir, à partir de là, admettre une conservation de l'objet perdu permettant de chercher, etc., etc. Voilà, premier. Mais voyez, je passe directement au S. Pourquoi? Parce que, regardez, là, on passe d'un 0 à 1. Ici, on passe d'un 1 qui est là, cette fois dûment constitué, les limites sont là, à un 2. Parce que là, cette fois, ce n'est plus un autre indéterminé, c'est l'autre. C'est celui à qui je m'adresse. C'est le séducteur. Je vous disais tout à l'heure, on est à 2, à propos de l'excitation. Effectivement, ce fantasme originaire de séduction va tout à fait dans le sens de ce qui caractérisait tout à l'heure avec le facteur H et le facteur S, ce qui est de l'ordre de ce qui va faire 1, rappelez-vous, l'un de l'hermaphrodite, et le sadique qui va admettre le 2 fondamentalement, actif-passif certes, mais le sadique, dans sa jouissance, a besoin de son partenaire pour le rendre angoissé, et le masochiste tout autant, au niveau du masochiste, au niveau du facteur S. Donc voyons, il y a une certaine logique qui se profile. Une logique qui se continue. Dans la scène primitive, je vous le disais, on n'est plus à 2, on est à 3. On passe du 2 au 3. Il y a l'enfant, et cette fois quelqu'un qui s'appelle maman, double possessif, à moi, qui n'aurait pas de double possessif s'il était parvenu, bien avant de dire maman, le papa, le ne pas. La mère, contrairement à ce qu'on croit dans l'économie psychique du nourrisson, bien entendu, n'est pas ce qui est premier. C'est le père en tant que symbolique, on verra, c'est une fonction paternelle, le nom du père, qui va permettre, justement, de considérer que dès lors qu'il y a un espace, une fonction qui fait espace entre la mère, ce qui advient au titre de mère et l'enfant, eh bien, là, on peut commencer à regretter sa mère. À moi. On ne peut dire à moi que si on considère que l'objet est face à soi. Enfin, donc, au niveau de la castration, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas simplement une peur qu'on coupe la zigounette, etc., ou une peur de ne pas avoir de zigounette. Non, c'est pas si simple. C'est la loi du désir. Et c'est pour ça que du 3, on passe au 4. Mais l'on ne va pas aussi loin. Je me permets de l'ajouter pour justifier sa logique. Et
à mon avis, ce qui s'y accorde, hein, eh bien, on voit très clairement que contrairement à ce qu'on croit, ici, on est à 3, là, on est forcément à 4, dès lors qu'il y a castration. L'enfant, à l'issue ou au sein du procès oedipien, va se rendre compte de quoi? Qu'il n'est pas sa mère, qu'il n'est pas son père, qu'il n'est pas de la même génération, etc., etc., ce qui va générer la reconnaissance d'une loi qui est là, opérante, toutes les fois où on parle, toutes les fois où on s'adresse à quelqu'un. Cette loi, Lacan l'écrira, c'est moi qui l'ajoute, c'est le seul ajout à Melon, c'est moins phi. Phi comme phallus, qui n'est certainement pas un pénis, hein, attention. Hein. Et effectivement, toutes les fois où une mère parle à l'enfant, ça passe par la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui fait que moi, je suis l'enfant, ma mère est autre, elle est aussi manquante que moi je le suis, ainsi que le père. Voilà. Et c'est là où on passe du 3 au 4. Voilà, monsieur, dame. J'ajouterai une dernière petite chose, vous me permettez. Simplement, je reviens sur le contact. Un petit élément lacanien, mais très rigolo, très parlant, moi, je trouve. Combien de fois on considère d'une façon, je dirais, presque objective, on considère que à la naissance, l'enfant qui vient au monde est coupé de sa mère. C'est une erreur totale. Je peux quitter ça? C'est mieux d'avoir des visages. Je suis indien, j'aime bien les visages. Eh bien, l'enfant à la naissance n'est pas coupé du corps de sa mère. C'est faux. Hein? Il est coupé de ce qu'il a constitué dans le lieu de l'autre, dans le lieu du ventre de la mère, ce qu'il a constitué sur un mode semi-parasitaire qui s'appelle le placenta et qui est évacué juste après la naissance de l'enfant. C'est très, très important. La première coupure, vous voyez, c'est avec ce qui était déjà là de ma part. Et c'est tout le procès, je trouve, du contact d'éclairer justement cette chose qu'on ne vient pas au monde séparé de quelqu'un, c'est faux. On est séparé de ceux qui étaient déjà pondus par soi dans le ventre de ce quelqu'un. C'est là où la notion de limite même entre soi, l'autre, soi, le monde, mérite d'être interrogée. Et pour citer Scott à propos du contact, il reprenait un vieux verbe, un vieux mot grec pour souligner la complexité donc caractéristique du contact, c'est le périécon. C'est ce qui nous enveloppe. Mais ce n'est pas une enveloppe, c'est pas la peau de Didier Anzieux, hein, pas du tout. Hein. Ce n'est pas le moi-peau. Hein. Non, non, c'est une enveloppe qui n'a pas de consistance ontologique, qu'on ne peut pas saisir. Non, mais sans laquelle rien du rapport au monde ne serait viable. Voilà. J'étais peut-être trop vite, j'espère que vous me pardonnerez, hein, parce que franchement, Antoine, j'en viens à te détester de m'avoir proposé de présenter Zondi en si peu de temps. Hein, franchement, je suis dans un E-, c'est-à-dire une rage meurtrière. Je plaisante. Bon, ça va, je suis protégé par l'écran. Voilà, t'as la chance, t'as la chance. Bon, avez-vous merci des beaucoup, questions Dominique. déjà? Tu m'avais demandé de laisser une place pour le débat. Bon, j'avais dit moins le quart, il y a quelques minutes de plus. Voilà. C'est parfait. Et j'en profite pour me lever une petite pipe là. Bon, voilà un alt object, vous voyez, un objet d'appui qui va me donner une contenance par rapport aux questions qui seront les vôtres. Assez zondien finalement. Pardon? Assez zondien. Ah bah oui, complètement. Ok, bah en tout cas, merci pour cet exposé mené effectivement d'un pas alerte, mais Oui. mais d'une clarté, d'une richesse. Ça donne envie de relire des vieux textes de Freud qu'on a, enfin pour ma part, que j'ai pas lu depuis des années, et ça donne envie de relire des choses avec cette perspective à la fois zondienne et scottienne. Mais, Formidable. tu vois, Serge, je me permets de t'interrompre, mais Vas-y. j'ai lu des textes de Freud 20 fois, en recourant à l'allemand parfois pour préciser des choses. Là, c'est extraordinaire comme on y retrouve toujours quelque chose. Je trouve, mais c'est là la richesse de Freud. Enfin, quand on s'en fait lecteur, ça ouvre des champs de pensée qu'on croyait avoir effectivement clos auparavant, mais c'est faux. C'est vraiment comme la boucle du désir, ça ne s'arrête pas de s'écrire. C'est ça qui est extraordinaire.
Pardonne-moi, je t'ai interrompu. Non, 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 mais pas de souci. En tout cas, c'est très éclairant aussi sur le schéma zondien. Même si on l'a vu et revu, on a lu les textes de Lequeuch, de Melon, etc. C'est encore une autre façon de le présenter et de l'aborder qui est extrêmement riche. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Moi, j'aurais une question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre maintenant. Comme on s'intéresse beaucoup aux questions de relations sémiotiques, c'est-à-dire comment organiser le sens, je me demandais s'il fallait penser les flèches dans les schémas zondiens, donc les flèches qui relient, par exemple, dans le... Parce qu'en fait, tu les as posées d'une manière où les flèches ne sont pas encore dans le circuit de Non, pas encore, pas encore. Telescope. Et je me demandais si, parce que c'est une question que je me pose depuis longtemps, comment arriver à penser les rapports qu'il y a entre les différents tendances, les différentes tendances. Est-ce que c'est des relations d'opposition qui sont des négations, ou plutôt de les penser comme des oppositions contraires? Donc en sémiotique, on a cette notation S1, S2 ou S1 moins S1, mais ça on s'en fout un peu. Mais l'idée de, est-ce qu'il y a une continuité, c'est l'idée de continuité entre les polarités, ou au contraire, un saut, un vide, une rupture, une négation entre ces oppositions-là. Et donc, comme tu as fait des schémas avec des flèches qui ne correspondaient pas à chaque fois à la même chose, je me demandais si tu avais une idée de comment est-ce qu'il faut, par exemple, considérer dans le sexuel H+, S+, est-ce que c'est plutôt une négation ou une opposition de type contraire? De la même manière, sur le paroxysmal, entre E-, E+, est-ce qu'on est dans de la négation ou dans de l'opposition contraire, etc., etc. Si tu avais une idée là-dessus, ça serait très, très important. Alors, je ne sais pas pour les collègues, mais au moins pour moi. Mais tu n'es pas obligé d'y répondre maintenant. On peut continuer peut-être le tour des collègues qui ont aussi un point de vue et des questions à te poser. Et puis après, tu choisiras ce qui te paraîtra le plus opportun à commencer. Si je réponds tout de suite, j'en ai pour 2 heures, hein, et tant pis pour vous. Hein. Enfin, non, Ok. mais, parce que ça donne à réfléchir. Hein. Je n'ai pas de réponse claire, mais ça donne à penser. Je te remercie. Ok, super. Je ne sais pas, les collègues, est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques et puis des questions adressées à Dominique après ce merveilleux exposé, très stimulant? Nicolas, tu n'as pas quelque chose à… Ben, oui, ben, Ouais, pas ça une m'étonne question. que tu Ouais. n'as rien à dire, c'est pas possible. Non, non, oui, j'ai à dire. Non, ce n'est pas une question directement adressée à Dominique, mais plus à nous qui organisons, qui nous intéressons à l'anthropologie clinique. Donc, je rappelle ce composé, cette rencontre de l'anthropologie sémiotique et de l'anthropopsychiatrie. Au fond, quand j'ai écouté Dominique, que je connais un tout petit peu, mais ça me fait penser à des grandes explicitation qui ont été faites de ce système zondien scotien dans la lignée Lequeuch-Melon, dans la lignée Dessois, dans celle que maintenant Dominique élabore. Tout ça, je trouve, c'est tout très riche pour moi. Et puis celle d'Antoine, je dirais que ces 4 grandes, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, voilà, je retiens en tout cas ces 4 grandes qui nous sont connues, 4 grandes ouvertures, explicitation. Ma question est toujours, au fond, si un anthropologue sémioticien nous écoute et écoute ces manières de penser, d'organiser la pulsion, qu'est-ce qu'il en dirait? Quelle critique il ferait en termes de forme symbolique ou bien alors des oppositions comme Serge a lancé? Oui, qu'est-ce que ces manières d'approcher la pulsion est objet de critique ou bien de questionnement. Parce qu'au début de ce séminaire, Serge t'a rappelé de dire elles servent à enrichir l'anthropologie clinique, mais pour autant, nos échanges nous enrichissent dans le projet de l'anthropologie clinique s'il y a toujours l'autre de cette confluence anthropologie sémiotique et puis anthropopsychiatrique, c'est toujours l'autre qui nous questionne, quoi. Voilà. Alors, ce n'est pas une question directement à Dominique, mais c'est une question voilà, pour notre projet. Bon, je ne réponds pas de suite, mais je laisse la parole aux collègues qui voudraient peut-être faire un commentaire ou interroger Dominique.
Moi, j'ai pas tellement non plus de. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de questions qui me viennent, mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que même si c'était déjà des choses que je connais, je trouvais que ça, comme tu disais tout à l'heure, Dominique, à propos de revenir sur Freud, ben moi, en fait, en relisant Zondi et à partir de ta lecture, ça ouvre toujours davantage la pensée, ou en tout cas, ça nous remet au travail sur des éléments qu'il est parfois qu'on, que je trouve. Voilà, comment réussir à articuler tout ça, en fait, hein, c'est toujours. Et à le penser dans quelque chose qui serait une pensée en mouvement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important cette question, peut-être aussi en lien avec ce que tu disais, Nicolas, c'était comment réussir à articuler ça de façon à ce que ça nous soutienne dans la rencontre avec l'autre, quoi, avec les enfants, les adolescents, la famille, etc. Donc, voilà, moi, c'est juste cette remarque, en fait, que j'avais à faire pour l'instant. Ok. Alors, je ne sais pas si, Dominique, tu veux répondre à la question de Moi, Serge. je peux prendre la parole, mais Oui, peut-être qu'il y a oui. d'autres. Je peux alors. Allez, Parce que Oui. lâchons les lions. je reprends ta question terrible, Serge, parce que tu vois, je trouve que le schéma zondien mais interroge en son fond la logique pulsionnelle freudienne. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Et mon élaboration ne sera pas complète, hein, mais tu m'amènes à penser, je t'en remercie. Déjà, quand tu vois le schéma, je l'ai présenté tel quel, j'aurais pu ajouter un tas de trucs. C'est que la lecture que Zondi lui-même propose, c'est toujours une lecture, bon, certes, dynamique, hein, ça c'est clair. Hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un élément qui veut dire ceci, voilà, pas du tout. Hein. C'est l'agencement entre les différentes tendances qui se présentent, donc, par exemple, dans un protocole de Zondi, bon, qui va faire sens. Hein, c'est pas, voilà. Mais il ajoute différentes méthodes de lecture qui peut-être, allez, je dirais pas vont répondre, mais vont aller faire un pas dans le chemin que tu proposes dans la réflexion. C'est que je pense notamment à la distinction qu'il fait entre le miteux et le rand dans son schéma. Le miteux, hein, les vecteurs centraux, c'est-à-dire paroxysmal et schizoforme, et le rand, les périphéries. C'est déjà, tu vois, dans les quatre, faire deux. Alors, ce n'est pas une opposition au sens de le centre qui dit non à la périphérie ou le contraire. C'est une articulation, une mise en nouage, je dirais, hein, pour parler un tout petit peu en lacanien, un nouage extrêmement difficile à saisir, hein, vu le nombre d'éléments qu'il y a. Hein, tout est en probabilité, mais c'est énorme. Il y en a qui s'y sont risqués, ils n'y arrivent pas. Dans mon séminaire, quelqu'un qui essaie de voir toutes les possibilités sur un protocole de Zondi. Il n'y arrive pas. Qu'importe. Mais il y a toujours cette lecture d'une chose qui n'existe pas comme unité. Elle ne prend consistance d'unité que s'il y a quelque chose qui, alors, contraire, contradictoire, enfin bon, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais qui en tout cas, dans ce qui va faire bord à cette unité et ce qui va faire autre chose que cette unité, va admettre donc ce qui est conforme à ce que Freud soulignait dans sa métapsychologie, à savoir la dynamique. Hein. La dynamique, je vous rappelle que ça vient du grec dounamis, ça ne veut pas dire qui n'arrête pas de bouger. Non, 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 non. Dounamis, c'est n puissance x ou x puissance n, comme on veut. C'est là, c'est le mot puissance qui est important. Hein. Chaque élément qui est là dans le système zondien a la valeur de ce que Aristote conférait dans sa physique, allez, à l'îlé, à la matière. La matière, c'est une puissance. Et Freud lui-même, dans je peux me tromper, je crois que c'est la leçon 23 ou 24 de ces leçons d'introduction à la psychanalyse, donne un exemple tout à fait parlant, moi je trouve, qui est très aristotélicien. Hein. Il prend l'exemple de deux graines. Hein. Une graine de poirier, une graine de féveillé. Elles sont en soi identiques. On ne peut pas les distinguer aussi longtemps qu'on ne verra pas, une fois qu'elles seront plantées, etc., qu'on ne verra pas l'arbre dans la différence et les fruits qu'il donnera. Et tu vois,
c'est là où la graine est en puissance de quelque chose. Cette puissance, bon, j'abandonne Aristote, cette puissance dans le schéma zondien se retrouve, je trouve, dans tout ce qui va faire qu'un élément ne suffira jamais à pouvoir dire quoi que ce soit. C'est ce qui va objecter parfois, ce qui va confirmer aussi de temps en temps. Tu vois, un exemple tout simple, avec les petites bulles que je faisais là dans mes schémas, bon, qui ne sont qu'indicatives, hein, ces bulles, hein, c'est pas les circuits, on est bien d'accord. Hein. Mais quand j'ai entouré D- et M+, c'est parce que là, il y a quelque chose qui est premier et qui va admettre un point de distinction important entre le alt object, entre l'accrochage en tant que tel, et ce qui n'est pas le décrochage. Ça viendra dans la négation de M+. Ce sera M-, ça le décrochage. Mais un point qui est très, très important, qui est la conservation. Je conserve quelque chose à quoi j'attribue le fait que ce n'est pas moi. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai ou que je n'ai pas. Tu comprends? Et ça me semble vraiment important, tu vois, de considérer que, allez, tous les composants de ce système extraordinaire qui est le système zondien donnent à la pulsion sa valeur première, tu vois, qui est, contrairement à ce qu'on peut observer parfois en psychologie dynamique, ou ce qu'on peut observer, je l'ai lu dans, vous savez, le fondateur du TAT, là, Murray, où là, il fait une liste de besoins qu'il appelle des pulsions, en anglais, need, etc. Enfin, à lister. Alors, il y a une pulsion à la pauvreté, le saviez-vous, hein. Il y a une pulsion à la propreté, une pulsion. Mais c'est n'importe quoi. On n'est plus du tout dans la métapsychologie freudienne. Hein. La pulsion est quelque chose qui, fondamentalement, admet le conflit. Épistémologiquement, il faut relire les premières lignes de pulsion et destin des pulsions. Comment Freud définit la pulsion? Il lui donne aucune valeur entitaire. Ce n'est pas quelque chose. C'est pas, un élément qui pousse. Non. C'est la poussée elle-même. Et il explique épistémologiquement par ceci. En bon scientifique, il part de deux types d'excitation auxquels n'importe quel organisme peut être confronté. D'une part, il y a des excitations ponctuelles et susceptibles d'être évitées. Voilà, une source lumineuse dans les yeux d'un bébé va entraîner un réflexe de fermeture des yeux, par exemple. Il ne faut pas le faire, c'est pas sympa. Bon. Toute excitation ponctuelle peut m'amener à réagir. Voilà, par mes orifices, je peux me protéger des excitations ponctuelles. Je peux les éviter. On ne parle pas du tout de pulsion. Là. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une pulsion qui est continue et non plus ponctuelle, inévitable et non plus évitable, c'est là et là seulement à partir de ce critère différentiel entre excitation que Freud va s'autoriser à parler de pulsion. Mais pourquoi pulsion? C'est simplement et avant tout parce que le néothène, le nouveau-né, n'est pas capable de se satisfaire lui-même. Ces excitations inévitables et continues, l'exemple le plus classique, ce serait la faim, en appellent forcément un autre. Et Freud le disait dès 1895, dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, il disait, avec des circuits qu'il considérait comme des circuits neuronaux, c'est rigolo, quoi, bon. Et il disait que pour pouvoir admettre quelque part pour un organisme vivant, humain, une satisfaction, il faut qu'il y ait un personnage, je cite la traduction de Loewenstein, un personnage qui soit bien au courant des besoins de l'enfant, bien au courant de ça. C'est là où le statut de pulsion va être indissociable, et c'est là son importance dans la clinique, indissociable de la présence, de l'intervention, de l'interprétation de l'autre. Je le disais tout à l'heure, par rapport au premier cri, on l'interprète, on lui donne un sens. C'est la première nourriture, c'est le premier bain du bébé. C'est le bain de langage. Tu n'es pas un bout de viande, tu n'es pas un roast beef qui crie. Non, tu n'es pas une machine qui se met en route.
tu es mon fils, etc. C'est le bain de langage. Donc, la pulsion me semble indissociable de l'occurrence de l'autre. Et c'est toute la question qu'on se posera la fois prochaine. De quel autre s'agit-il? Est-ce que c'est l'autre avec un statut imaginaire, c'est-à-dire toi, Serge, par exemple, hein, tu vois, mais ou est-ce que c'est l'autre en tant que lieu, c'est-à-dire le lieu d'où provient effectivement et où prend essence le langage. Ça me semble vachement important au niveau même de la plus élémentaire des cliniques. Là, imaginons, Serge, tu es en face de moi, toute proportion gardée. Hein, voilà, Toulouse est à nos portes aujourd'hui. Hein, bon, mais je te parle. Mais à qui est-ce que je parle? Les systémiciens, les communicationnalistes, bon, ne parlons pas des behavioristes ou des cognitivistes, enfin bon, mais je parle non pas à quelqu'un qui simplement est là devant moi, je parle à quelqu'un à qui j'attribue une valeur d'adresse et qui va m'amener à me situer parce que c'est cette adresse-là et pas Antoine, pas mon fils, pas ma femme, etc. Parce que c'est cette adresse-là va m'amener effectivement à parler en ces termes-là, etc., etc. J'ajoute un élément qu'on reprendra la fois prochaine, c'est que, vous savez, la pulsion, c'est une poussée, mais elle a également, Freud insiste énormément là-dessus, elle a une quelle, une source. Et la source de la pulsion, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et Lacan le reprendra. La pulsion a un lieu du corps qui est toujours un orifice. La bouche. La bouche, effectivement, va servir à se nourrir. Mais se nourrir de quoi? Du lait, certes. Ça, c'est la satisfaction nécessaire pour la survie de l'organisme. Mais la bouche va effectivement admettre une activité auto-érotique que Freud repère dans le suçotement avide du nourrisson qui semble reproduire une satisfaction antérieure. C'est là qu'il situe la satisfaction hallucinatoire. Tu vois? C'est l'orifice. De même, on serre les fesses. On serre les fesses pour ne pas offrir le boudin fécal quand l'autre le demande. Je t'emmerde, voilà, je le fais à côté ou je le fais trop tard. Ça me semble important, c'est l'autre orifice pour l'analité. Lacan ajoutera le scopique, le regard, pas les yeux, le regard, et l'invoquant, qui va concerner les oreilles. Le seul, avec le nez, le seul orifice qu'on ne peut pas fermer mécaniquement. Il faut forcément mettre des boules caisses ou se boucher les oreilles. Tu vois, ce que je retiens, en tout cas, j'avais prévenu, là je me laisse un peu divaguer peut-être, tant pis, mais ce que je retiens, tu vois, c'est que le mot pulsion dans le système zondien renvoie à cette dimension extrêmement complexe qui, et là on peut en être sûr, qui ne peut jamais se passer de l'autre. Voilà, c'est déjà important. Et au sein du système, tout est fait pour nouer, dénouer, contrer, confirmer, etc. etc. C'est le conflit du zombie. Mais ça permet de faire la liaison avec la question de Nicolas. C'est-à-dire qu'en posant que la pulsion est d'entrée de jeu liée à l'autre et donc au bain de langage que tu évoques, ça noue immédiatement la question de la pulsion avec le sens, avec la sémiotique. C'est-à-dire que moi, ma formule un peu simple, c'est que la pulsion, c'est du sens incarné, embodied, c'est-à-dire qui est embarqué dans le corps, quoi. Et que finalement, la différence peut-être avec les singes dont tu parlais, etc., tout à l'heure, c'est que nous, ces orifices, cette dialectique entre le dedans, le dehors, entre l'extérieur, etc., ça passe par l'autre et ça passe par le langage, et donc par le sens, quoi. Ouais. J'ajouterais simplement une chose, au nom de l'autre. Au nom de l'autre. Le corps, effectivement, est indissociable d'un sens, mais au nom d'un lieu qui fait autre. Tu vois, c'est la mère pour le nourrisson, c'est toi quand je te parle, etc. C'est le patient qui me parle, etc., etc. Tu vois, c'est là où le sens va amener effectivement à être non pas la surface vers laquelle
se vectorisera donc une parole. Non, 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 c'est pas une surface neutre. C'est l'autre qui va m'attribuer quelque chose. Une puissance, pas une autorité, pas dans le sens de l'autoritas latine. Une puissance, c'est-à-dire, si je te dis ça, qu'est-ce que tu vas entendre? Je n'ai aucune garantie, tu vois. Hein, comme cette patiente qui me disait oh, c'est vous, d'une façon dégoûtée. Bon, non pas, c'est pas un calcul, on voyait que son corps y participait, tu vois, mais il y avait comme quelque chose qui excédait ce qui serait un simple message adressé, quelque chose d'elle, même dans son corps, dans sa mimique, hein, faisait sens, mais au nom de l'autre, au nom de ce qu'elle ne pouvait pas, à ce moment-là, elle ne pouvait pas éviter de signifier. Elle de signifier avant même avant même d'être entrée dans le bureau, avant même de se mettre à parler, elle me signifiait quelque chose que je comprendrai après coup. Merde, vous êtes un homme, merde, c'est foutu. Je hais les hommes. Elle me le dira. Bah voilà, j'ajouterai une dernière petite chose si je peux, hein. J'ai le temps. Ouais. Oh, il va, oh, nom de Dieu, déjà 21h. C'est ta faute, hein, Serge, si tu m'as branché là-dessus. Je suis désolé. Et on reviendra la fois prochaine. Et ça, c'est un conflit que j'ai eu, un conflit amical avec Jean Quinable. Il estimait que j'étais toujours effectivement, dans le 3. Et tu parlais de tiercéité tout à l'heure. Hein, bon, et c'est vrai que dans les circuits pulsionnels, on va voir, je l'ai présenté d'une façon scottienne. Personnellement, et je vous le présenterai la fois prochaine, un circuit pulsionnel vecteur par vecteur, cela admet 3 temps. Certes, 4 éléments, mais en 3 temps. Et Zandi le disait lui-même, enfin non, pardon, pas Zandi, Scott, soulignait qu'il y avait toujours une tendance qui était première, basale, de basis en grec, qui veut dire ça marche, hein, et il y avait un facteur qui était, donc pour chacun des vecteurs, médiateur. Ça, c'est important. Et un dernier, qui est l'opposé de celui où le circuit a commencé, qui sera le télos, la fin, la finalité, l'horizon vers lequel le circuit se dirige sans jamais l'atteindre tout à fait. Tu vois? Pardon-moi, mais là, ça ouvre des pistes mais extraordinaires de réflexion. Enfin, oui, voilà. Clairement. Moi, c'est ça que je trouve génial. Hein, c'est-à-dire que, comme initialement, ma formation en psychopatho m'avait plutôt donné envie de pas trop m'intéresser à ça. La découverte avec Zondi et Scott m'a redonné un goût puissant Je trouve ça simplexifie considérablement en fait la psychopatho. C'est-à-dire contrairement, ça simplexifie au sens où c'est pas simple, c'est complexe, mais c'est pas simpliste. Et en même temps, avec un équipement minimaliste, on peut travailler de façon clinique d'une manière assez puissante, assez précise. Grâce à ce schéma-là, quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, je voudrais te remercier pour cet exposé à la fois enthousiaste et dynamique. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions avant qu'on se sépare. Nicolas, Antoine, des personnes qui pour la première fois rejoignent le séminaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un dernier commentaire. Jean-Claude a dû nous quitter, il m'a laissé un petit message écrit. Et donc un grand merci. Et puis avec plaisir, sincèrement. Et si j'enverrai donc tout à l'heure ou demain à Antoine donc les photocopies que je vous ai montrées. Vous en ferez ce que bon vous semblera. J'en ferai d'autres pour la fois prochaine. Enfin, et si vous le souhaitez, si vous êtes vraiment passionné par le Zondi, je pourrais vous mettre en contact avec un membre de mon séminaire zondien qui a constitué par voie numérique une bibliothèque de enfin pas tous, pas, mais d'un nombre considérable de textes plus ou moins connus concernant le Zondi. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Ça nous intéresse. Carrément. C'est toujours intéressant de faire. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si toi, tu veux nous mettre une petite référence bibliographique de tes 2 exposés, on les mettra sur le site de manière à ce que des gens qui regardent plus tard la vidéo puissent se référer à ces textes-là. Avec plaisir, je le ferai.
Peut-être moi j'ai juste une question, c'est pas vraiment une question, c'est un intérêt que j'aurais à savoir comment j'ai appris, Dominique, que vous avez mis en place un cours d'introduction au test de Zondi. Donc moi-même, à la pensée de Zondi. À pensée de Zondi. Et à son épreuve, secondairement. D'accord. Parce que disons, moi-même à l'université, j'ai pas mal essayé de développer ça, mais à un moment donné, j'ai voulu essayer de mettre parmi les tests qui étaient enseignés le Zondi, et ça a été très difficile, et je me disais, oui, comment vous étiez arrivé, ou bien est-ce que c'est votre prochaine étape d'enseigner le Zondi, et ça risque d'être possible, ou bien c'est… Bon, écoute, là, il y a le Zondi, il y a le destin de la politique, hein. Parce que j'ai la chance d'être directeur du département. Je le fais gratuitement parce que c'est une passion, avec des personnes qui sont là, fidèles depuis 10 ans. Et quand j'ai proposé ça au master de psychopatho, il y a quand même une cinquantaine d'étudiants qui viennent. Hein. Cinquantaine. Ils sont intéressés. Ils posent des questions, ils critiquent, et ça, c'est chouette. Enfin, je ne demande pas à ce qu'ils adhèrent, quoi. Mais après, ça s'inscrit, Nicolas, dans une perspective qu'on est en train de monter tout doucement donc à la fac, c'est qu'on va non seulement faire de la formation continue, la formation initiale, hein, formation licence, master, psychopatho et d'autres, hein, mais on veut de plus en plus inviter les professionnels, jeunes ou moins jeunes, à différents séminaires de réflexion. Ouais, je crois que c'est un élément très important et les anciens étudiants avec qui je suis en contact le disent régulièrement. On quitte la fac et merde, on n'a pas de lieu, on n'en trouve pas. Il y a les cercles analytiques, mais il y en a qui en reviennent, enfin, etc. Mais à la fac, il y a quelque chose qui peut quand même permettre de mettre la pensée au travail. Le Zondi est un moyen original. Les autorités ne comprennent rien et je ne leur demande pas de comprendre de toute façon. Et ils me laissent faire. Ça parle aux étudiants. Ça fait de la pub pour l'institution. Bah, tant mieux. Voilà. Ça, c'est l'aspect politique dont je n'ai que faire. Moi, tant que j'ai quelqu'un, allez, une personne me suffirait avec qui partager cette passion. Bravo. Voilà. Mais en tout cas, on a partagé avec toi cette passion avec passion. Donc, on se retrouve au mois de février pour poursuivre l'aventure. Tout à fait. Avec grand Passez plaisir. une bonne soirée. L'heure de l'apéro. Merci beaucoup, Dominique. Merci. À bientôt. Tout le monde.